Pour l'expliquer, je dis simplement que c'est une situation où des gens qui ne sont pas, qui ne sont pas reliés contractuellement, qui n'ont pas de lien de subordination, se rencontrent et puis décident de concevoir et d'administrer ensemble un même objet, quel qu'il soit. De fait, cet objet devient un commun. Et cet objet peut être une recette de cuisine, un service informatique ou bien un texte de loi. Son importance politique, à mon avis, elle se situe parce qu'il intègre il intègre l'information et le service et le design aussi dans la pensée du comment on fait. Comment dire, à la base, je pensais que c'était comment on prend des décisions politiques, mais je ne pense pas que c'est une question de décision. C'est comment on construit un objet en fait, comment on construit un objet qui va transformer une situation dans la vie réelle. Ça peut être une loi typiquement. On va institutionnaliser ça. Comment on va en faire un objet qui dure dans le temps? Pas qui soit réapproprié, qui doit être réapproprié, mais qui garde cette volonté et cette ambition et ce pouvoir politique qu'on lui prête et qu'on lui connaît, et pas qu'on doit recommencer toujours au tout début, comme c'est en train de se faire. Eh bien, ça passe comme pour l'espace public. L'espace public a certaines règles, certaines finalités que l'on va toujours rechercher, on va essayer de le créer dans sa spatialité, on va essayer de le créer de toutes les manières possibles. Et bien, le tiers-lieu, c'est exactement pareil. Et peut-être qu'il faut arriver à le concevoir artificiellement, je ne pense pas le professionnaliser. Le terme, c'est pas la professionnalisation. Le terme vrai, c'est institutionnalisation et artificialisation. Le concevoir comme un service. Et ensuite, dans ce service-là, ça peut aller dans tous les sens. Mais la finalité, c'est la création d'un objet commun. L'accord sur le climat est très intéressant comme objet parce que c'est un des seuls objets qui a été conçu collectivement par les 153 pays des Nations Unies. Bon, on connaît la suite, mais restons sur la situation de conception. Et cette situation de conception, des entités différentes, c'est des États, mais des pays différents avec des intérêts totalement différents et souvent opposés, ont réussi un temps T sur une situation qui les concernait tous, par un mécanisme que je vais expliquer juste après, à se mettre d'accord sur les termes d'un même texte normatif qui imposait des directions, qui n'imposait pas juridiquement, mais qui imposait des directions. Donc, d'une certaine manière, le texte peut être considéré comme un service, d'une certaine manière. C'est un objet qui a entraîné des directions, qui a créé un changement de réalité. Et donc, on a plusieurs personnes différentes qui se sont réunies autour de ça. La COP 21, c'était l'événement qui visait à sacraliser ça et puis en faire un événement de communication. Bon, c'est un tiers-lieu dans ce cas-là. On peut l'envisager comme. C'est très proche du tiers-lieu en tout cas. Il y a eu un travail de conception qui est conceptuel pour le coup, qui est abstrait. Et soudainement, il y a eu cette incarnation dans un lieu même où là, il y a eu les finitions du texte. Des ministres, avec des ambassadeurs, avec des groupements d'intérêt, avec des scientifiques qui, avant la COP 21, sont réunis à plusieurs reprises, notamment au Quai d'Orsay et aussi dans d'autres pays, et ont sorti des problématiques. Et en fait, ils ont construit comme ça, par ce mécanisme-là, la structure conceptuelle de l'accord. Il y avait une organisation, un secrétariat qui était dédié spécifiquement à faire des propositions ensuite, à l'issue des réunions et des situations de création de créativité, de proposer des synthèses. Et ces synthèses-là ont permis au fur et à mesure d'arriver à une structure. Ensuite, il a fallu descendre dans le texte. Donc, le secrétariat, avec les discussions qui ont eu lieu, ont vu les discussions qui ont eu lieu, proposait des éléments de texte. Et chaque partie intervenait sur le texte avec des crochets. Chaque partie, sur une phrase, pouvait mettre sa propre phrase. Et donc, potentiellement, il y avait sur ce texte Word, sur cet éditeur de texte, il y avait la proposition et puis potentiellement 153 propositions alternatives, comme des amendements, mais aussi comme du code, parce que le code se fonctionne de la même manière, d'une certaine manière. Donc on a 153 amendements. Et ensuite, tout le jeu, c'est de faire sortir les controverses et de créer des espaces de négociation pour arriver à un accord. Et le but étant de réduire jusqu'à qu'il n'en ait plus les désaccords. Mais avec ce jeu de crochets. Quand ils sont arrivés à la COP 21, il y en avait encore 1600 de crochets. Et donc,
le fait qu'il y ait une finalité productive rend l'événement COP21 assez original et modèle, exemplaire, dans le sens où ce n'était pas une conférence, les gens n'étaient pas venus parler, étaler leur science ou faire preuve d'un militantisme de façade. Il y avait une finalité productive. Et donc la finalité productive a obligé finalement à ce que les 1600 crochets soient réduits à zéro. Donc ce moment-là, jusqu'à cet instant-là, ressemble à une forme de politique, à une forme de haut niveau, de tiers-lieu de haut niveau. Ça y ressemble. Avec ses limites, c'est que c'est un texte sur lequel on peut ressortir quand on veut, etc. Au début, je pensais qu'on pouvait en ressortir, et effectivement, on peut en ressortir pendant l'élaboration. À tout moment, on peut exprimer son désaccord, comme dans une concertation, et puis en sortir et recréer de la controverse, et rediscuter, et recréer une synthèse, et reparticiper au concept global, à tout moment. Et je pensais qu'une fois le texte sanctifié, il y avait une forme d'engagement